nouveau plateau, un nouveau décor. Les chroniques des BFN revient après un long moment d'hibernation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Tcheleka Média. Chaque samedi, BFN décrypte pour vous un sujet qui touche la vie de notre pays. Aujourd'hui, un constat qui devrait nous rassurer et qui, en réalité, pose une question dérangeante. La République du Congo s'est dotée d'un arsenal impressionnant contre la corruption. Une loi de 200 articles voté en 2022 et 10 structures chargées de la faire appliquer. 10. Et pourtant, presque un Congolais sur deux qui pousse la porte d'un hôpital public doit payer quelque chose qui n'est écrit sur aucun tarif. Notre pays n'a jamais prononcé une seule condamnation pour blanchiment d'argent et notre score à l'indice mondial de la corruption n'a pas bougé d'un point. Alors la question de ce matin est simple. Pourquoi ? Pourquoi avec 10 organes de contrôle, la corruption ne recule-t-elle pas? BFN, bonjour. Bonjour, Gabriel. Bienvenue Merci. sur le nouveau plateau d'ailleurs. Merci pour ce nouveau plateau. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Brony Fortuna, commençons par le commencement. De quoi dispose le Congo pour combattre la corruption? Le Congo, nous l'avons plus d'une fois dit ici, que le Congo, c'est un pays qui est à jour, en réalité, sur le plan législatif. De ce côté, le Congo fait un travail de titan, surtout entre 2021 et 2026 aujourd'hui. Il y a eu des lois qui ont été dépoussiérées, renforcées. Il y a eu des ratifications qui ont été finalement adoptées au niveau du Parlement également. Et aujourd'hui, le Congo peut être fier de disposer, même quand vous lisez le rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur le Congo, mais vous avez l'impression réellement que le Congo est à jour. On vous parle de la loi Mubara, on vous parle de la HALC qui a été mise en place, on vous parle d'autres organes et donc qui permettent aujourd'hui au Congo de se conformer à la législation internationale. Et c'est comme dans la lutte contre la corruption, le Congo s'est doté de la loi 9, vous l'avez dit, du 11 mars 2022, et qui est une loi riche, qui œuvre en réalité dans la lutte contre la corruption, qui distribue des rôles à chaque institution, puisque en dehors de cette loi, vous avez 9 autres organes qui luttent contre la corruption, contre le blanchiment d'argent et qui veillent sur la transparence, donc dans comment l'État gère son argent. Et vous avez en dehors de ces 9 organes, si on ajoute le ministère de contrôle d'État, donc on en a 10 à peu près organes qui, finalement, adossés à cette loi, constituent l'arsenal juridique en réalité, une véritable machine de lutte contre la corruption. Et de ce côté-là, l'État en a vraiment fait. Et cet organe, cette loi, je disais tout à l'heure, explique comment les 6 organes principaux doivent fonctionner. La HALC, la CNTR, vous avez la Cour suprême, vous avez l'ARMP, cette agence de régulation des marchés publics. Vous avez pas mal des agences parmi donc les 9. Et puis, vous avez constaté que pour permettre à ces agences-là de fonctionner, l'État a injecté pas mal d'argent. Voilà, vous avez 5 milliards chaque année pour la HALC, vous avez à peu près 2 milliards de francs CFA pour la CNTR, pour ne pas citer d'autres organes. Et là, vous constatez que finalement, qu'on a l'arsenal juridique, on a les moyens mis à la disposition des organes. Et finalement, aujourd'hui, on peut dire que l'État congolais finalement a mis en place la loi qu'il fallait. C'est une loi très riche. 10 organes, c'est énorme, Brony. Pouvez-vous nous les citer? Ok, mais je vais regarder mes notes pour ne pas oublier certains parmi. Donc voilà, je vais rapidement. Je parlais tout à l'heure de la Cour suprême. Voilà, elle garde les déclarations de fortune, elle est responsable. Vous savez, c'est auprès de cet organe-là que
les ministres et de hautes autorités nommés à certains postes vont faire la déclaration de leur patrimoine. Vous avez la haute autorité de lutte contre la corruption, on en a parlé, qu'on appelle la HALC. Vous avez, c'est elle qui enquête, qui envoie les dossiers à la justice. Vous avez l'Agence nationale d'investigation financière qui n'a pas vraiment connu des Congolais. Elle est plutôt sous la législation de la CEMAC, en sigle ANIF. Elle, en réalité, c'est voir où est-ce que va l'argent en réalité. Il est dans le blanchiment d'argent, l'argent sale, dans les banques, mais c'est la NIF qui s'en occupe. Alors, vous avez la Commission nationale de transparence, la CNTR, elle veille, je le disais tout à l'heure, dans la façon dont l'État dépense son argent. Vous avez également l'autorité de régulation des marchés publics, elle punit ceux qui trichent quand l'État achète des médicaments ou encore paye certains services. Vous avez également donc à ces organes-là, vous avez la Cour des comptes, vous avez l'inspection générale d'État et vous avez l'inspection générale des finances. Et je vous parlais tout à l'heure du ministère qui s'occupe également du contrôle d'État, de la lutte contre de la qualité des services. Donc vous voyez que finalement, on a vraiment réellement on va dire la police de lutte contre la corruption et qui est bien structurée. Et parlons à présent de cette fameuse loi 9-2022. Que dit-elle exactement? Voilà. Dans la loi, vous allez vous rendre compte que le législateur explique lui-même dans cette loi ce que c'est que la corruption, comment on vole l'argent et quels sont comment ça fonctionne et que doit faire la loi ou l'État. Donc, dans cette loi, vous allez vous rendre compte, même en son article 63, je pense, où réellement on parle de blanchiment d'argent, on parle plutôt des marchés publics. Hein. Je parlais tout à l'heure marché public parce qu'aujourd'hui, si dans les appels d'offres et que il y a deux personnes qui s'entendent dans ce contexte-là, et finalement pour dire à l'autre, vous avez une entreprise, moi je peux faire en sorte que tout ce qu'on demandera, les dossiers qu'on exige, et soit réellement ce dont vous disposez pour écarter les autres. La loi dit ça, c'est pas bon. La loi l'explique déjà, mais vous dit mais c'est pas bon, c'est sanctionnable. Et il dit encore, mais si par exemple vous allez dire à l'autre les secrets, par exemple dans les offres et tout ce qu'il faut, regardez comment il faut faire, là il faut telle chose qu'il faut faire, tel montant qu'il faut avoir. Si vous divulguez les informations avant qu'elles soient officielles, là vous commettez déjà une faute extrêmement grave. Vous avez également ce que la loi explique, et c'est quand vous recrutez un frère sur le favoritisme, c'est quand vous recrutez votre épouse et quand vous recrutez votre enfant. On a vu dans ce pays des dirigeants et qui chefs des institutions de la République et qui vont aux missions officielles au nom de ces institutions en insérant leurs membres de famille, en insérant leurs enfants, alors que dans cette institution, il y a des gens qui en ont le droit de prendre part à ces missions. Vous avez tout cela. Vous avez celles et ceux aussi qui obtiennent des services en offrant un pot de vin. Et vous avez celles et ceux aussi qui, en vous offrant des services, vous demandent quelque chose en contrepartie, alors qu'il n'est pas écrit. Je peux prendre, par exemple, les actes de carte d'identité, certains, par exemple, aller payer plus que 50 000 pour le passeport, des services, vous avez parlé tout à l'heure, les hôpitaux, en dehors parfois des soins de consultation et autres, on ne vous demande pas pour que l'on prenne soin de vous ou pour avoir accès à tel médicament, il faut payer plus pour que vous soyez favorisé dans une salle ou une autre. Mais malheureusement, il y a des enquêtes qui le disent aujourd'hui qu'il y a des gens qui corrompent parfois les médecins ou des chefs de service, des infirmiers, ou encore des infirmiers qui font, par exemple, qui exigent certaines sommes, des médecins qui exigent certaines sommes aux patients pour avoir pour leur offrir des soins de santé qu'il faut. Donc, il y a tout cela que la loi déplore, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que sur ce plan-là, la loi est d'une clarté, on va dire, enrichissante. Ces organes ont-ils vraiment les moyens d'agir ou est-ce du papier? Non, c'est moyen. Je veux dire que déjà sur le papier, comme on le dit, on leur a offert, on leur a donné les moyens juridiques, on va dire, d'agir. Je prends le cas de la HALC. Je pense que c'est l'une des rares ou l'unique, on va dire ça, institution dans ce pays qui a autant de pouvoir. Qu'est-ce que la loi dit de la HALC? La HALC aujourd'hui peut faire intervenir les forces de l'ordre à n'importe quel moment sur un dossier. La HALC aujourd'hui peut
demander au procureur de la République d'interdire à un individu soupçonné ou poursuivi, soupçonné par la HALC de quitter le territoire. Il peut demander au procureur de la République de geler les comptes des gens qui sont soupçonnés. La HALC, aujourd'hui, peut entrer dans les secrets des banques. Ça veut dire que avoir accès aux comptes bancaires et sans que cela ne leur soit interdit. C'est la loi qui le dit. La loi dit clairement qu'aucune banque ne peut interdire à la HALC de vérifier les comptes bancaires. La HALC a tout ce pouvoir-là aujourd'hui. Tout ce pouvoir d'aller enquêter à n'importe quel moment. Et je vous parlais ajouter à cela les 5 milliards de chaque année. Vous n'allez pas dire que finalement cela ne peut pas permettre à cette institution de fonctionner, de sanctionner, à répondre aux attentes en fait. Voilà. Donc vous constatez que en dehors de la HALC, je vous disais tout à l'heure, d'autres institutions qui ont des moyens financiers pour fonctionner. Vous avez la loi qui les protège à tous les niveaux. Le président de la HALC, par exemple, lui, il a presque une sorte d'immunité. Il n'y a que le gouvernement qui peut l'éjecter de là ou encore qui peut le mettre à la disposition de la justice. Donc personne ne peut le toucher, personne ne peut le poursuivre dans le cadre de son travail. Ils sont protégés tellement que finalement, ils ont tous les instruments qu'il faut, ils ont tous les pouvoirs qu'il faut pour lutter réellement contre la corruption. Mais Bruni, au regard de tout ce que vous avez dit, nous avons un arsenal assez impressionnant aujourd'hui. Est-ce que ces organes-là jouent pleinement leur rôle? On va aller peut-être sur les résultats. Je m'appuie sur la HALC encore. Vous allez vous rendre compte que il est demandé à la HALC de publier trimestriellement ses rapports. Et entre 2021 et aujourd'hui, la HALC n'en a publié à peu près que 21, si je ne me trompe pas, mais une autre source me parlait de moins que ça. Mais ce sont des chiffres à confirmer. Ça veut dire que si entre 2021 et si on doit publier trimestriellement, donc de 2021 à aujourd'hui, nous n'avons que ce chiffre-là, ça veut dire que la HALC ne fait pas réellement son travail. Et quand on regarde même les nombres de gens qui ont dénoncé, ou encore qui ont dénoncé à travers le numéro vert de la HALC, on parle de 200 et quelques personnes seulement qui auraient appelé. On se dit, mais sur un million, pourquoi est-ce que la HALC n'a réellement pas travaillé pour qu'on arrive vraiment à beaucoup de dénonciations? Et encore aujourd'hui, on ne connaît pas les dossiers qu'il faut, que la HALC a vraiment déposé au niveau du procureur pour dire que nous avons tel dossier. On ne connaît pas les poursuites parce que, je le disais tout à l'heure, la HALC peut poursuivre quelqu'un à la justice, le mettre à la disposition de la justice, l'enfermer s'il le faut. Alors, jusqu'aujourd'hui, vous constatez que, à un moment donné, ils étaient en phase de la campagne. On les voit souvent pendant les examens d'État, voilà, pendant ces moments-là. Mais dans la lutte réellement contre la corruption, non, puisque aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes menées par certaines institutions, même internationales, on constate que la corruption aujourd'hui, elle se propage, elle est partout et à tous les niveaux. Et quand on regarde donc tout ça là, on se rend compte que aujourd'hui, la HALC, déjà son bureau est hors mandat. Le secrétaire général est hors mandat aujourd'hui, mais qui sont encore sur place, encore ça, que c'était vraiment jusqu'ici, malgré le fait que la loi leur offre autant de pouvoir, mais ça reste jusqu'ici une sorte de coquille vide, parce que nous n'avons pas vu des dossiers, comme on peut dire, croustillants, déposés au niveau du parquet, et qui réellement devraient peut-être sonner déjà annoncer réellement un véritable changement et que finalement le combat est lancé et contre la lutte contre la corruption. C'est vrai que nous allons évoluer dans notre chronique de ce matin, Bruni, mais il y a une question qui me taroute un peu l'esprit. Si aujourd'hui le Congo dispose autant d'arsenal, je reviens sur ça, et que ces organes-là ne jouent pas pleinement leur rôle, pourquoi alors avoir mis ces organes-là en place? Non, il faut savoir que à un moment donné, je parlais des exigences des partenaires internationaux. Il y a d'abord ça. Le Congo ne vit pas en autarcie ou sur notre planète. Le Congo doit, comme tous les autres pays au monde, et pour la plupart d'ailleurs, se soumettre ou encore se conformer aux exigences
on va dire, légale, juridique internationale. Et je vais vous parler toute la convention de l'ONU, donc pour la lutte contre la corruption. Il y a pas mal. Donc, vous avez ces partenaires qui vous disent, vous avez besoin d'argent, vous voulez être un pays crédible, il vous faut avoir tel instrument juridique, il vous faut avoir telle institution. Et c'est pour cela qu'on ancrait, sans réellement avoir la réelle volonté d'aller jusqu'au bout ou de faire fonctionner réellement ces institutions. Ce qui bloque ces institutions, c'est d'abord et avant tout le fait qu'on les crée pas réellement dans le but de lutter contre la corruption ou de régler un problème. C'est d'abord et avant tout pour répondre aux exigences des partenaires, mais aussi pour avoir, j'ai envie de harmoniser les textes. Après, vous avez le choix des hommes qu'on met à la tête de ces institutions. Qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés? Comment sont-ils nommés? Et c'est quand vous regardez ça, vous vous rendez compte que celui qui a été nommé à la tête de telle institution et le parent d'un tel a été nommé pour telle affinité. Et quand on y arrive, on ne peut pas, moi, aller, je prends un cas simple. Si moi, je suis le DG, par exemple, d'une institution qui lutte contre la corruption, et celui, par exemple, qui est aux impôts, c'est pas qu'il soit dans une autre institution, est un parent, un frère, on sait pas comment pouvez-vous, si moi je ne suis pas un vrai patriote, et si je ne place pas le pays au-dessus, donc, de la famille ou autre, de la camaraderie ou autre, comment pensez-vous que je peux l'arrêter? Et même dénoncer. Le faire et le dénoncer. Donc, on est déjà dans cette sorte de cartel et qui empêche que tout ce qu'on fait fonctionne. Vous avez des enquêtes qui sont menées dans ce pays. Quand ça arrive à un certain niveau, c'est bloqué. Simplement parce qu'on dit, bon, on veut pas toucher un tel, on veut pas faire du mal à un tel, il faut faire ceci, il faut laisser de côté. Faites taire ce dossier. Et sans s'en rendre compte, et que ça ruine le développement du pays. D'un côté, on veut que les choses changent. D'un côté, on veut que, par exemple, que le projet de président de la République ne soit pas un slogan, mais quand on regarde dans son projet, la lutte contre la corruption est placée en bonne position. Voilà. Si nous ne pouvons pas réellement dire que l'État est au-dessus de tout et que nous devons laisser les services travailler librement sans entrave et que nous devons acheminer les dossiers au niveau de la justice, qu'au niveau de la justice, les dossiers doivent être diligentés et pour que ça aboutisse réellement, si on ne peut pas respecter ça, si on ne peut pas placer l'intérêt de la nation avant tout, il faut ça tombe parce que quelles que soient les institutions que nous avons, rien ne marchera. Le Congo a toutes les institutions presque toutes les institutions qu'il faut pour se développer. C'est pas ce qui manque au Congo. Je vous disais tout à l'heure, entre 2021 et 2025, il y a eu à peu près 218 000 et quelques, si je n'exagère pas, des textes de diverses natures qui ont été adoptés ou pris à différents niveaux pour faire fonctionner l'État. Mais vous allez vous rendre compte que certaines réformes sont butées parce qu'il n'y a pas l'argent et d'autres simplement parce qu'il n'y a pas la volonté politique. C'est ça. Alors, avec tout cela, où en est le Congo aujourd'hui, Boni? Quand on regarde, en ce qui concerne, puisque nous parlons de la lutte contre la corruption, quand on regarde les indices et sinon les statistiques de la Transparency internationale, vous allez vous rendre compte que le Congo est à 23 points sur 100. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que le Congo n'a pas bougé depuis pratiquement plusieurs années. Or, la norme au niveau international, c'est 42 points. Il faut avoir 42 points, au moins on sait que là, c'est bon. Quand on regarde l'Afrique subsaharienne autour de 32. Le Congo est à 23. Et ça, c'est le premier aspect. Vous avez, on parlait tout à l'heure de la NIF. La NIF est un dossier, sinon appartient à une institution qu'on appelle GABAC, qui donc est dans la lutte contre le blanchiment d'argent, qui note aussi. En 2018, cette institution était au Congo. Je crois que l'année d'après aussi était au Congo. Mais la note qu'on a donnée au Congo, c'est 11. C'est une note catastrophique. C'est faible par rapport à d'autres pays. Donc, on se rend compte que les dossiers même de la NIF, on parle depuis que la NIF en question existe, apparemment depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 32 dossiers de blanchiment d'argent. Est-ce que vous imaginez dans ce pays-là comment est-ce que les gens s'enrichissent aussi facilement? Comment est-ce que les gens utilisent l'argent, détournent parfois des fonds pour d'autres fins? Qu'on arrive jusqu'aujourd'hui, depuis la création de cette institution, et je suis allé même sur leur site internet, depuis 2021, ce site-là n'a jamais été réactualisé jusqu'aujourd'hui. Donc vous allez vous rendre compte que
Donc, au niveau local, les efforts ne se font pas malgré les institutions et malgré même des milliards et des milliards dépensés chaque année pour faire fonctionner ces institutions. Mais sur le terrain, je vous ai pris donc les indices. Vous avez compris que la corruption est en faire encore son bon nombre de chemin. Parlons des indices, ce sont des classements internationaux. Bruni, les Congolais, eux, qu'en disent-ils? Il y a une institution qu'on appelle Afrométeur. Je crois que c'est ça, si je ne prononce pas bien. C'est une institution qui regroupe plusieurs pays et qui donc mène les enquêtes de terrain. Mhm. Et au Congo, vous allez vous rendre compte que les Congolais qui ont été interrogés, 80% disent qu'ils n'ont pas réellement eu accès aux soins de santé de qualité. Et je crois que 4 sur 10, si j'ai les bons chiffres, ou 2 sur 10, si j'ai les bons chiffres, disent finalement qu'ils ont payé des frais supplémentaires pour avoir accès aux soins de santé. C'est comme on disait tout à l'heure. Mhm. Pourquoi les 80 n'ont pas pu avoir accès? C'est pas que le système de santé, nous savons qu'il est encore malade comme il faut, mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas suffisamment d'argent pour aller se faire soigner, puisqu'on vous demande parfois plus que ce qu'il faut. Mhm. Et vous avez également la population elle-même aujourd'hui et qui ne fait plus confiance aux autorités parce que finalement, la corruption, elle est partout, puisque la population le dit dans cette enquête-là, que la corruption est partout à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, il n'y a pas un secteur dans ce pays qui soit exempté où on dit, oh, mais là-bas, tout est OK. Non, mais dans tel secteur, ça va. Dans tel secteur, ça va. Dans tous les secteurs, selon cette enquête-là, la corruption est en train de ronger. Voilà. Et si vous lisez bien cette enquête-là, vous allez vous rendre compte qu'on cite même certaines institutions du pays où la population vraiment a touché de pleuvoir, de plein fouet. Donc, et c'est ce qu'aujourd'hui, la réaction de la population, puisque même dans nos quartiers, même dans des petits services, vous allez vous rendre compte qu'il faut payer quelque chose. Pour avoir quelque chose. Voilà, dans les stations-service, on vous dit non, mais il faut payer ça pour avoir ça. Vous êtes, voilà, il faut faire ça pour avoir ça. Et la corruption devient tellement grave. Je vous parlais donc de ce que Transparency International a dit en 2025, que finalement, même la population, elle a la même perception que les autorités qui la dénoncent d'elle. Donc, Bruni, par là, j'en reviens à ma question. Pourquoi cela ne recule pas? Cela ne recule pas. Il faut savoir d'abord et avant tout, c'est le silence d'abord et avant tout de la justice en réalité. Voilà. Pourquoi la justice? Oui, mais parce que vous savez, la force d'une nation, c'est sa justice. Et le développement d'une nation passe ce qu'on dit par sa souveraineté. Et ce qui porte la souveraineté de la nation, c'est ça, c'est le droit, c'est la justice. Parce que la justice est dans la protection. La justice veille à ce que tout soit respecté, que par exemple la richesse soit partagée équitablement, que finalement que aucun citoyen ne soit lésé au profit de l'autre. Et voilà, que finalement quand la fonction publique on recrute selon l'identité, selon l'ethnie, qu'on recrute selon les filiations par exemple, que pour tel concours à la gendarmerie, par affinité également, de tout cela. La justice veille sur ça. Il n'y a pas que des crimes comme tels. Vous voyez, le silence, la justice fait en sorte que, finalement, les gens se permettent de faire n'importe quoi. Et je veux parler aussi de l'impunité. Oui, mais on ne sanctionne pas. Au Congo est l'un des rares pays au monde où on dit que le voleur au coin de la rue, tout le monde l'a vu courir. Il s'est arrêté quelque part, mais on l'arrête pas. On a eu dans ce pays où finalement, les autorités elles-mêmes ont dénoncé la corruption. Les détournements de fonds. Il y a des enquêtes qui ont été menées dans ce pays, on a constaté qu'il y a eu des détournements de fonds. Et ces gens-là sont parfois en fonction ou ont été simplement écartés pour être protégés d'une manière ou d'une autre. Et qui sont dans la liberté totale. Et puis vous allez vous attendre à ce que les choses fonctionnent dans le pays. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous avez aussi ces mêmes institutions
qui sont dotés des financements qu'il faut. Je vous parlais des rapports de la HALC et même d'autres institutions, et qui dorment sur la loi et qui dorment sur leur mission. Et quand on regarde tout ça, on se dit finalement, il est difficile que toutes les lois que nous prenons dans ce pays marchent. Et puis vous avez aussi les textes d'application qui traînent souvent. Mais qui fait traîner? Écoute, déjà vous savez que l'administration congolaise souffre de la lenteur maladive. Il faut le dire. Les décrets, on en a parlé dans ce pays. On a sacralisé les décrets. Ça devient plus qu'un acte administratif. Voilà. Puisque une loi qui est aussi importante, puisqu'on a dit dans cette loi que les Congolais qui dénoncent la corruption, parce que vous vous souvenez que le président de la République l'a dit devant les parlementaires, j'entends les gens parler, il y a plusieurs années, plus de 10 ans, j'entends les gens parler, qu'il y a des gens parler de la corruption partout, mais personne ne dénonce les pratiques, lesquelles sont dans la corruption, lesquelles sont les corrupteurs, lesquels sont les corrompus. Ils s'attendaient, je crois que la loi là vient à peu près, vient plus ou moins combler tout cela. Mais seulement dans la loi, il est bien clair qu'il faut que les Congolais dénoncent. Et ceux qui dénoncent doivent être protégés contre les représailles de leurs bourreaux. Mais il n'y a pas de texte d'application jusqu'à aujourd'hui. Il y a pas mal de lois comme ça qui existent dans ce pays qui manquent de texte d'application. Je vous parlais tout à l'heure du président de la HALC qui est hors mandat, du secrétaire général qui est hors mandat. Pourquoi est-ce qu'on ne décide pas de mettre en place un autre bureau, un autre cadre, un autre qui soit respecté, qui respecte la loi, que de garder ces gens qui sont hors la loi? Vous imaginez? Et donc tout cela, parce que cette lenteur fait en sorte que pour prendre tel décret, pour prendre telle note, on traîne. Et comme ça, qui peut être capable d'aller dénoncer quand on sait qu'il n'y a aucun texte qui me dit quand je fais ceci, comment est-ce qu'on me protège? Comment on me protège? Puisqu'il faut qu'on explique, oui, celui qui doit au cœur, celui qui va dénoncer, celui qui va dénoncer est protégé. Le bourreau, lui, il va condamner à 5 ans d'emprisonnement, on peut dire, selon la loi. Mais comment ça se passe? Ça va se passer comment? On n'en parle pas. Donc vous avez tout ça, ces pesanteurs, vous avez tous ces problèmes qui font en sorte que c'est tout ce qu'on décide de faire pour faire avancer le pays. Je peux vous prendre un cas. Allez-y. Vous avez par exemple des services qui vont faire un travail. Dit enquête dans tel secteur, les services vont, ils mettent les enquêtes, ils ont toutes les preuves qu'il faut. Et puisqu'à un moment donné, leur rôle, c'est de transmettre à la hiérarchie. Et quand ça arrive au niveau de la hiérarchie, il n'y a rien n'est fait. Voilà. La difficulté qu'on a aujourd'hui, même avec la HALC, c'est que on ne sait pas en combien de temps les dossiers que la HALC peut transmettre au parquet, par exemple, comment le temps ça peut durer là-bas. Puisque la loi dit qu'après une certaine période, quand quelqu'un était en fonction, vous ne l'avez pas poursuivi, et quand il part de là, et après 20 ans à peu près, vous ne pouvez plus le poursuivre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un temps assez court pour que le temps que le dossier arrive au parquet, que le dossier soit traité avec beaucoup de diligence, afin de permettre que l'affaire, que celui qui est concerné soit jugé, soit condamné aussi, s'il le faut. Ouais, donc, l'État, d'un côté, met les lois en place, et de l'autre côté, fragilise même beaucoup de choses qui se font dans ce pays pour lutter contre la corruption. Tout à l'heure, Boni, vous avez souligné l'impunité. Est-ce que l'impunité est-elle organisée par les textes eux-mêmes? Non, l'impunité ne peut pas être organisée par les textes. L'impunité doit être organisée par des gens qui ne veulent pas des réformes. L'impunité est organisée par un système qui est totalement rouillé aujourd'hui. Un système totalement, j'ai envie de dire, qui est ancré dans les mauvaises pratiques et dans les antivaleurs, de telle sorte que finalement, il est très difficile de traquer les voleurs, puisque l'argent souvent circule pour faire fonctionner un système de vie. Et donc, l'impunité est créée par ça, puisque je le disais tout à l'heure, on a placé, par exemple, ceux du clan un peu partout, on a placé les amis partout, on a placé les enfants, les épouses un peu partout.
À telle enseigne que quand vous menez une enquête, on vous dit moi je suis l'épouse d'un tel, vous ne pouvez pas, je suis intouchable, moi vous ne pouvez pas me faire ceci parce que moi je suis le fils d'un tel, moi je peux me permettre tout, je suis dans toutes les entreprises, je suis moi le président le président du conseil d'administration de 26 entreprises parce que j'appartiens à tel clan. Et quand on regarde cela, mais c'est ça qui renforce l'impunité. C'est ça qui renforce l'impunité. Donc, je pense peut-être avec l'arrivée d'un nouveau ministre à la tête du ministère du contrôle d'État et de la lutte contre les antivaleurs et la qualité voilà, du service de l'État, vous allez, puisque lui c'est un militaire qui arrive à la tête de ce ministère, on espère, puisqu'on a constaté que depuis quelque temps, depuis qu'il est là, ses équipes sont sur le terrain pratiquement tous les jours pour mener les enquêtes. Et on espère comme du côté du ministère de l'Intérieur que finalement c'est des hommes qui sont militaires, qui ont une autre formation, pas la formation des politiques, pourraient peut-être booster les choses. C'est ça en réalité. Mais sinon, les choses se sont enracinées tellement qu'on a du mal à les déraciner pour faire avancer le pays. Est-ce que nous avons aussi assisté à des condamnations? Il y a eu malgré tout des condamnations dans notre pays. Oui, non, vous n'allez pas dire que la justice ne fonctionne pas. Il y a pas mal de gens qui sont condamnés pour usage du faux. On se souvient bien du député qui a été traqué dans ce pays. Il y a pas mal de gens qui sont à la maison d'arrêt, qui sont jugés condamnés pour faux usage de faux, pour corruption, pour fraude. Ils sont nombreux d'ailleurs, mais c'est des mini-frétins. Des frétins? Voilà, et selon vous, les gros poissons ne sont pas arrêtés? Voilà, vous avez vu, par exemple, le dernier, c'était en 2025, si je ne me trompe pas, ou mars 2026, l'ancien président de la FECOFOOT, qui a été lui aussi condamné à perpétuité. Là encore, c'est un procès qui, voilà, il a été condamné. Vous avez celui-là. Mais sinon, au-delà de ça, des gros poissons. Et celles et ceux qui sont là depuis longtemps, qui s'enrichissent tout le temps, parce que la loi dit clairement, il faut, quand vous constatez quelqu'un au bout d'un an ou au bout de quelques mois, quelqu'un qui gagne par exemple, peu importe 1 million, au bout d'un mois, il a 2, 3, 4, 5 voitures, il a des appartements qui pullulent un peu partout à travers le pays. Mais le rôle de la NIF, c'est aussi ça. C'est d'aller voir, mener des enquêtes. Est-ce que vous pouvez nous justifier votre richesse? Vous avez vu en Côte d'Ivoire, ce monsieur, comment vous l'appelez? L'influenceur Apouchou national. Et même, il y a un pasteur aussi qui a été le pasteur Zawi. Voilà. Vous avez suivi le procureur, il dit, chez nous, ils ont des lois comme ça, comme chez nous d'ailleurs. Quand on suspecte que quelqu'un, ça peut être votre argent, mais on veut juste savoir, est-ce que vous pouvez nous justifier réellement la provenance de cet argent. Mais nous avons dans ce pays les gens qui s'enrichissent du jour au lendemain. Mais qui aujourd'hui, même par rapport à leur fonction, ne peuvent pas s'offrir un véhicule de 10 millions, de 20 millions, de 30 millions, mais qui son offre comme ça là, autour des véhicules de 80 millions, de 100 millions, qui construisent partout, ils sont souvent dans l'immobilier, ils sont dans les impôts, ils sont dans les douanes, ils sont dans d'autres services, dans les régies financières et même ailleurs, et qui sont issus du jour au lendemain. On n'a pas besoin, à un moment donné, de savoir que ce monsieur que nous voyons tout le temps au coin de la rue ne peut pas avoir ça. Il faut que tu nous justifies, au moins l'interpeller pour qu'il justifie ses avoirs. Mais ça ne se fait pas. Et c'est souvent ces gens-là qui sont présentés comme des rôles modèles dans notre société. Ils sont présentés comme des riches dans notre société. Et alors, quand vous lisez la loi 9, cette loi est claire. On ne peut pas assister à des tels scénarios et sans tout le temps qu'on l'interpelle pour savoir d'où vient vos sources, quelles sont vos sources de financement. Au regard de tout ça, Brony Fortuna, quelles conséquences sur le développement du pays? Les conséquences sont énormes. Je vous parlais de l'injustice aujourd'hui je prends les cas des familles démunies. Si aujourd'hui, ce que moi j'appelle l'impôt illégal, c'est-à-dire l'argent qu'on demande aux gens frauduleusement ou pour la corruption à gauche et à droite, et qui, par contre, j'appelle impôt illégal parce que ça devient comme une norme.
On vous dit, on entend ça tout le temps. Hein. Quand vous allez par exemple au Trésor pour débloquer votre budget, même votre propre argent, il faut payer un pourcentage. C'est vrai qu'il y a des réglementations, Pour la motivation. il y a des réglementations qui offrent certains avantages à certains agents dans certaines opérations financières. Mais quand vous allez avoir dit non, monsieur, moi je viens prendre mon argent, l'État me doit, mon argent est déjà au Trésor, c'est tant de millions. On me dit mais pour vous le débloquer, doit avoir tant de pourcentage. Et parfois, c'est énorme. On vous dit au ministère des Finances, il y a tout un circuit, il y aurait un circuit là-bas, où finalement, puisque pour vous programmer au niveau du Trésor, il faudrait à peu près dépenser 30% de votre propre budget. Parfois, c'est même les ministères ou encore certains DG. Non, il faut débloquer 30% dans l'argent qu'on va vous donner et remettre à quelqu'un qui va vous programmer. Et ça, on entend ça tout le temps. Tout le temps, on entend dans ce pays, pour avoir de passeport, il faut ça. On a entendu ça dans ce pays pour avoir tel service. Mais on se rend compte que ça ne change pas. Et pourquoi? C'est ça, les conséquences sont énormes. Je parlais des populations démunies, les populations démunies. C'est quelqu'un qui ne peut pas avoir 5 000 pour payer. Là où on en demande, qui ne peut pas aller donner un frais supplémentaire alors qu'il sait que le document est gratuit. Et ces populations, comme ils n'ont rien, elles vont donc, ça va naître une sorte d'injustice. Une sorte d'injustice. Et vous avez aussi tous les projets que nous mettons en place pour faire avancer le pays. Et quand celui à qui on a confié le projet le coupe en morceaux, il dit, bon, moi, je prends tel budget pour moi-même. Le budget là, si on avait prévu 1 milliard pour tel projet, lui, il prend 500 millions pour lui. Il dit, bon, pour le projet, allez réaliser. Est-ce que vous pensez que le projet là peut avancer? Malheureusement. Bon, on dit, bon, vous devez confier ça à telle société. Non, il appelle son épouse. Écoute, il faut créer une entreprise quelque part. Moi, je vous offre le marché parce que c'est moi qui le gère. Ça veut dire qu'on prend souvent l'argent, mais on ne fait rien. Si on a parfois les éléphants blancs à travers le pays, ce n'est pas que l'État n'a pas pu finaliser les projets, mais c'est aussi l'État a payé certains opérateurs économiques et qui sont disparus, totalement disparus dans l'air. Dans l'air, on ne les voit pas. On se souvient bien qu'il y a des opérateurs. Moi, quelqu'un m'a dit depuis la France, écoute, moi, pendant les Jeux africains, j'avais un marché là-bas, j'ai pris ma part, je suis parti. Vous avez ces gens-là. Et donc, vous constatez que si il y a la corruption à tous les niveaux, et s'il y a la corruption, tous les projets qu'on peut mettre en place ne pourront pas évoluer. C'est ça. Et l'État va tourner en rond, et le cercle vicieux ne va jamais favoriser l'émergence du pays. Est-ce qu'il est question aujourd'hui de mettre en place un 11e organe pour résoudre tout ce que vous avez eu à décrire? On n'en a pas besoin puisque je disais que l'État congolais, il faut en être fier à toutes les institutions aujourd'hui qu'il faut pour son décollage économique, social, voilà, culturel même, dans tous les secteurs, à toutes les institutions qu'il faut. De ce côté, j'ai envie de dire les juristes, les hommes politiques qui travaillent sur ces textes-là, mais ils font un travail énorme. Donc, on n'a plus besoin d'avoir, comme vous le dites, une nouvelle institution pour que non, il faut juste finalement. Pour renforcer. Non, il faut juste permettre à ce que, j'ai envie de dire, je disais tout à l'heure, faire en sorte que, par exemple, pour la HALC, que les dossiers qui vont au niveau du procureur, il y a un délai. C'est-à-dire qu'il y a un délai. Il faut que la HALC, au lieu de déposer ses rapports qu'au niveau du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée du Sénat, il faut que les rapports de la HALC soient publics. Il faut que soit public. Il faut protéger aussi les Congolais qui sont prêts à dénoncer, puisque si vous me dites, moi, dans cette loi, pour dénoncer quelqu'un, il faut que dans un service public, il faut que j'en parle d'abord à ma hiérarchie. Mais si ma hiérarchie est concernée dans la corruption, à qui je veux m'adresser alors? Donc, je ne peux plus m'adresser à qui que ce soit, je me tais. Il faut qu'on prenne les textes pour permettre à chaque citoyen là où il se trouve, quand il veut dénoncer la corruption, qu'il soit protégé, qu'il ne subisse pas les représailles. Donc, il faut qu'on protège. Si on ne protège pas, et si on ne publie pas les rapports, si on ne diligente pas les poursuites judiciaires comme il faut, si on ne permet pas aux services de faire leur travail en toute indépendance, en toute liberté, il sera difficile. Donc voilà ce qu'il faut faire. Nous arrivons à la fin des chroniques des BFM. Bruni, un dernier mot pour terminer. Nous avons juste, on a tout dit, hein, il faut le rappeler que ce qu'on a abordé ce soir, c'est la loi 9, elle est une loi très capitale, même pour la presse. Quand vous lisez cette loi, on demande aux institutions, surtout financières, de donner les informations
à la presse, de permettre à la presse d'avoir accès aux sources d'information. Et c'est pour cela que les autorités qui comprennent cela ne peuvent pas dire fermer la porte à la presse quand elle veut mener des enquêtes, surtout sur les financements, surtout sur la transparence, surtout dans la lutte contre la corruption. C'est pour cela que cette loi, je vous dis, c'est une richesse pour la République du Congo. Et je crois qu'il faut en faire écho partout pour que chaque citoyen dans son coin sache que nous avons un arsenal juridique important, la lutte contre la corruption, et chacun s'implique à son niveau et pour que ces fléaux soient arrêtés. Merci, c'est par ces mots que nous mettons fin aux chroniques des BFM de ce jour. Merci à vous de nous recevoir dans vos maisons, dans votre smartphone. Partagez le contenu, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci, portez-vous bien.